Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Magisterium. Me revoilà, après une année d'absence, ou presque. Malheureusement, le temps m'a manqué pour poursuivre mes petits cours. Mais je ne vous ai pas oublié et j'espère que l'année 2025 sera plus calme. Aujourd'hui, je vous parlerai des livres de base pour commencer et avoir une bonne formation, ou encore pour compléter celle que vous avez déjà. Après la présentation du grimoire de l'apprenti sorcier d'Oberon Zell Ravenheart, destiné aux plus jeunes, voici d'autres ouvrages plus conséquents, plus substantiels pour tous ceux et toutes celles qui veulent aller plus loin. Je vous présenterai certains auteurs qui sont des valeurs sûres. Je les diviserai en deux catégories pour faciliter votre compréhension. Pour bien commencer, il faut distinguer les chercheurs de ce que j'appelle les magiciens de terrain. Les chercheurs, bien que pratiquant aussi la magie, passent la plus grande partie de leur vie à collecter, traduire, décrypter, étudier, comparer et compléter des textes et des grimoires plus ou moins anciens, et à réunir toutes sortes d'informations ayant attrait aux sciences occultes. Ceci afin d'éventuellement transmettre leur savoir à quelques disciples ou à écrire et publier des ouvrages pour que leur travail et leurs connaissances ne soient pas perdus. Et aussi pour faire profiter d'autres mages ou apprentis du savoir qu'ils ont mis des années à acquérir. Certains livres ou grimoires ne contiennent que des protocoles, des listes de matériaux, de plantes et encens, de diverses formules, des invocations, des exorcismes, des consécrations, etc., ce qui relève davantage de la pratique que de la formation. D'autres ouvrages sont de véritables encyclopédies de magie qui conviennent mieux à la formation et dans laquelle il faut savoir faire le tri. D'où la nécessité d'être supervisé par un mage expérimenté. Car tout n'est pas forcément juste ou ajusté à notre époque. Certains de ces ouvrages furent écrits par des ecclésiastes, et au vu des autorités religieuses de leur époque, ils ne pouvaient pas s'exprimer aussi librement qu'aujourd'hui. Et pour faire passer leurs écrits, il fallait souvent ruser, coder, déguiser les choses, ou les envelopper dans des bondieuseries. Ce qui passait inaperçu aux yeux des profanes, mais n'échappait pas à ceux des initiés qui savaient lire entre les lignes et trier le subtil de l'épais. Il n'était pas rare que nos anciens mages et occultistes consignent leur savoir dans plusieurs grimoires, version puzzle. Un morceau ici et un autre là. Le même auteur pouvait parfois signer ses écrits de diverses façons, soit en utilisant plusieurs noms de magistes lui appartenant, soit par un sigil ou un glyphe, en fin de texte ou de page, ou dissimulé dans quelconque graphisme. De plus, il était très courant qu'il soit codé. Il faut savoir que la plupart de ces anciens grimoires sont piégés, surtout dans les parties invocatoires. Soit ce ne sont pas les bons encens, soit l'invocation ne correspond pas à l'entité invoquée, soit les sceaux et les signatures ne sont pas les bonnes. Ou encore, l'entité invoquée est à l'opposé du rituel exécuté. Par exemple, lors d'un rituel pour avoir plus de chances de gagner les faveurs d'une personne convoitée, lors d'une invocation vénusienne, si rien n'a été contrôlé, et notamment le nom de l'entité invoquée, vous pourriez tout aussi bien vous retrouver avec un incube ou un succube plutôt que de l'entité voulue. C'est pourquoi je vous recommande de toujours parfaitement vérifier, à plusieurs sources, les noms et les fonctions des entités, la correspondance des sceaux et des signatures, les encens et les invocations que vous désirez utiliser. Et de surtout bien connaître toutes les facettes des entités avec lesquelles vous désirez travailler.
Vérifiez bien leur compatibilité entre elles et avec vous, surtout si elles sont plusieurs à être invoquées au cours d'un même rituel. Ou bien encore, d'avoir l'appui d'une entité qui leur est supérieure afin de pouvoir les maîtriser. Ce procédé a été largement utilisé dans la chrétienté. Pour les exorcismes, les consécrations, les invocations, pour dominer les esprits élémentaires, ou les entités rebelles, et même parfois pour soumettre les démons. Ce que vous retrouverez dans beaucoup de grimoires du Moyen-Âge. Toutefois, ce dernier procédé, consistant à invoquer un dieu ou une entité suprême, est quand même réservé à des mages expérimentés et à la haute magie. Quoi qu'il en soit, soyez toujours prudents avec les rites et les rituels et autres formes de magie que vous ne connaissez pas, car les résultats pourraient s'avérer désastreux, pouvant aller du simple échec à un effet totalement contraire. Cela pourrait aussi vous bloquer pour un temps considérable, ou bien pire encore. En magie, il ne faut rien faire sans être sûr de ce que l'on fait, car l'erreur ou la négligence peut s'avérer catastrophique. De nos jours, il existe sur le marché du livre quantité d'ouvrages sur la magie et les sciences occultes. Ils sont pour beaucoup des plagiats d'anciens grimoires, souvent déformés, mal traduits, mal imprimés, couramment piégés ou encore agrémentés de la touche personnelle d'auteurs incompétents. D'autres sont des mélanges et autres inventions douteuses pour faire du fric. Après ces quelques précisions, revenons à nos moutons. Comme je l'ai dit, les chercheurs collectent des informations, complètent les grimoires, trouvent les pièges, etc. Bien que ces derniers pratiquent eux-mêmes ou participent à des rites et autres rituels, ainsi qu'à diverses formes de magie, ils ne sont pas, à proprement parler, ce que l'on peut appeler des magiciens de terrain. Ce qui explique que certains d'entre eux finissent dans la misère après avoir passé leur vie à chercher et à étudier les textes et les grimoires sans jamais avoir réellement pratiqué. Car tout cela requiert beaucoup de temps. À ceci se rajoutent les obligations sociales et celles de la vie de tous les jours, ce qui a été le cas de beaucoup d'auteurs sérieux tels que Papus, qui mourut épuisé des suites de la guerre de 14-18 où il succomba de la tuberculose, ou encore d'Eliphas Lévi qui décéda dans la plus grande pauvreté. Les magiciens de terrain, après leur formation qui comporte aussi une part de recherche, ils se consacrent plus particulièrement à la pratique. Outre leurs écrits personnels, ils ne rédigent et ne publient que rarement leurs travaux. Ils se servent de certains grimoires et de ce qu'ils ont appris avec leur maître de magie. Pour ceux, bien sûr, qui ont eu la chance d'en avoir eu. Pour les guider et pour les former. Voici quelques noms et ouvrages sérieux dans lesquels vous pouvez avoir confiance. Pour débuter, compléter vos connaissances ou vous perfectionner. Et pour commencer, je vous parlerai de Papus et de ses ouvrages. Papus, de son vrai nom Gérard Anaclet Vincent Encausse, est né le 13 juillet 1865. Il est décédé à Paris le 25 octobre 1916. Il fut un brillant médecin et un occultiste réputé. Il a été le fondateur de l'ordre martiniste avec Augustin Chabozeau. Papus était avant tout un chercheur. Il a collecté au cours de sa vie une quantité impressionnante de données en magie et à ce qui s'y rapporte. Il a aussi écrit un grand nombre de publications et de livres qui pour la plupart sont dédiés à l'instruction et à la formation. En voici quelques-uns.
Le premier ouvrage de Pappus dont je vais vous parler, qui est selon moi certainement l'un des plus importants à posséder pour l'étudiant en magie, et qui est aussi à mon avis son œuvre majeure, est le traité de magie pratique. Dans cet ouvrage, vous trouverez, pour commencer, outre l'avant-propos, le fameux 9e système architectonique. Je vous conseille de le laisser de côté pour le moment, ou de le survoler rapidement, car ce dernier ne concerne que des mages ou des chercheurs qui possèdent les connaissances suffisantes pour aborder ce chapitre, et de passer directement au 3e chapitre sur l'homme et sa constitution anatomique, physiologique et psychologique. Vous trouverez aussi dans ce traité des cours sur l'astronomie, l'astrologie, la magie et les planètes, les sceaux des entités planétaires, des bases pour un laboratoire de magie, certains exorcismes, évocations et invocations, des conjurations, divers planches, des graphismes, etc. Dans la même lignée, je vous conseille le traité méthodique de sciences occultes qui parut à l'époque en 2 volumes. L'ABC illustré d'occultisme, qui fut publié à titre posthume, le traité élémentaire de sciences occultes, la Kabbale, un ouvrage un peu succinct mais bien pour démarrer, et le tarot divinatoire, un peu trop académique à mon sens, mais très instructif. Voici entre autres, pour commencer, les 5 livres de Pappus que je vous recommande. Après avoir étudié Pappus, dans la gamme au-dessus, il y a Eliphas Lévi Zaïd, ou plus simplement connu sous le nom d'Eliphas Lévi. C'est le 8 février 1810 à Paris que naquit Alphonse Louis Constant, qui sera connu plus tard sous le nom d'Eliphas Lévi. Il mourut à Paris le 31 mai 1875. Il fut un ecclésiastique français d'une grande érudition et l'une des grandes figures de l'occultisme de 1832 à 1875. Il écrivit beaucoup de livres et autres parutions touchant divers sujets, qui lui valurent les foudres de l'époque. Eliphas était avant tout un chercheur et un religieux catholique de cette époque. Ses écrits ne laissent aucun doute là-dessus. Son œuvre majeure est, à mon sens, son fameux « Dogme et rituel de haute magie » qui parut en 2 tomes. Il commença à rédiger le premier en 1851 et il le termina et le publia en 1854. Le second parut 2 ans plus tard, en 1856. De nos jours, on peut aussi trouver les 2 tomes en un seul volume. Il écrivit beaucoup d'ouvrages tels que l'histoire de la magie, la clé des grands mystères, la clavicule universelle des clavicules de Salomon, les mystères de la Kabbale et beaucoup d'autres. Mais son œuvre principale est sans nul doute son dogme et rituel de haute magie que je vous conseille de vous procurer. Après Eliphas Lévi, passons maintenant au comte Pierre-François-Xavier Vincenti de Piobetta. Titre qu'il hérita de son père, le comte Jean-Vincent Vincenti. Il était plus connu sous le nom de Pierre Piob ou de PV Piob. Je le mettrai lui aussi dans la catégorie des chercheurs. Il est né le 12 avril 1874 à Paris, où il mourut également le 12 mai 1942. Sa mère décéda 3 jours après sa naissance.
puis il perdit son père auquel il était profondément attaché à l'âge de 17 ans. Il était un étudiant brillant. Il fit ses classes dans les plus grandes écoles françaises. C'est au cours de son instruction religieuse et universitaire qu'il apprit les langues mortes et qu'il développa son goût pour les sciences. Il était licencié ès-lettres, ès-sciences et licencié en droit. Véritable encyclopédie vivante, il faisait autorité en cabale, en haute magie, en astrologie et dans bien d'autres matières. Il écrivit et publia de nombreux ouvrages de 1907 à 1939, dont, entre autres, le formulaire de haute magie, qui est un vrai dictionnaire, une encyclopédie de sciences occultes, dans lequel vous trouverez de tout. Ou bien encore, les clés universelles de sciences secrètes, qu'il acheva d'écrire en 1942, 2 mois avant sa mort, et qui fut publié à titre posthume en 1976. Nous arrivons maintenant à nos contemporains, et je n'en citerai que 2 pour le moment. Je commencerai par Jophaz, de son nom de baptême Jean-Luc Caraveau. Je placerai davantage notre ami dans la catégorie des magiciens de terrain, bien que ce dernier ait une culture et des connaissances en magie très étendues. Mais la plupart de ses livres relèvent davantage de la pratique que de la formation, contrairement aux auteurs que j'ai précédemment cités. Ces livres en magie pratique sont très accessibles, même pour des débutants. Malheureusement, certains de ces ouvrages deviennent difficiles à acquérir et il vous faudra peut-être vous les procurer d'occasion ou sous format PDF. En voici quelques-uns que je peux vous conseiller. La magie des bougies et des chandelles, les cristaux et les gemmes en magie et théurgie, usage des poudres et encens en magie et théurgie, manuel d'utilisation du pendule égyptien, les mots de pouvoir en magie et théurgie, et son dictionnaire de magie. Le second auteur est M. Vincent Lauvergne. Voici entre autres 4 livres que je peux vous conseiller parmi sa collection. Pour commencer, son traité des encens et des condensateurs fluidiques. Cet ouvrage est très bien fait et très complet. Puis son manuel pratique de magie verte, qui traite essentiellement des vertus médicinales et spirituelles des plantes. Ensuite, le dictionnaire des analogies ésotériques. Et pour terminer, l'astrologie magique. Il y aurait beaucoup d'autres livres et auteurs dont je pourrais vous parler, tels que Stanislas de Gaïta, Paul Sédir, Paracels, Tritem, Jacob Bohème, Louis-Claude de Saint-Martin, Alexandre Saint-Ivre d'Alvèdre, est certainement le plus ambigu et le plus sulfureux du siècle dernier, Edward Alexander Crowley, plus connu sous le nom d'Aleister Crowley, et encore bien d'autres. Déjà, avec les ouvrages que je vous ai présentés ici, vous avez largement de quoi commencer ou parfaire votre formation en sciences occultes. Toutefois, je vous conseille de les acquérir et de les étudier en commençant par Papus, puis dans l'ordre de présentation de ce cours. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance d'avoir une bonne formation en magie. Les novices ont toujours tendance à vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Ils sont pressés. Ils veulent faire de la magie avant d'avoir acquis les bases et les connaissances suffisantes. Ou ils prennent les sciences occultes pour un divertissement, ce qui se retourne inévitablement contre eux à un moment ou à un autre. Ce sera tout pour ce petit cours de fin d'année. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes, et je vous retrouverai l'année prochaine où je vous parlerai
des encens et de leur usage en magie. À bientôt! Thank you.